بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, nous allons donc commencer aujourd'hui un chapitre très important, donc, qu'on a intitulé donc, Propriétés des fonctions holomorphes et des fonctions méromorphes et des résidus. Donc, ce chapitre, donc, on a vu donc, donc dans le chapitre 3, donc la relation, les fonctions holomorphes et les fonctions analytiques. Et on a dit que toute fonction holomorphe est une fonction analytique. Donc, c'est un résultat très très important. Donc, je rappelle, donc dans le chapitre 3, on a dit, donc je vous rappelle rapidement, donc je vous rappelle le résultat. Donc, je prends par exemple ici D, un sous-ensemble de C, ouvert, un ensemble ouvert et connexe, et F, une fonction, donc à valeur complexe, donc définie de D dans C, telle que F est holomorphe dans D. Alors, donc ça c'est le résultat le plus important qu'on a obtenu dans le chapitre précédent. Alors, F est analytique. F est analytique dans D. C'est ce résultat. C'est-à-dire que F est développable F est développable en série entière, en tout point Z0 appartenant à D. C'est-à-dire, on va encore expliquer, c'est-à-dire, quel que soit Z0 appartenant à D, il existe, donc je peux trouver une boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, telle que, dans cette boule ouverte, quel que soit Z appartenant à cette boule ouverte, donc ma fonction F s'écrit, F de Z s'écrit, est égal à la somme d'une série entière, somme n égale Z jusqu'à l'infini, à n Z moins Z0 à la puissance 1. Z moins Z0 à la puissance 1. Ça, c'est le plus grand résultat qu'on a obtenu dans les chapitres 2 et 3. Donc, c'est ce résultat-là. C'est à partir de ce résultat-là, vous allez voir après, à partir de ce résultat-là, qu'on va obtenir les propriétés des fonctions holomorphes. إذا نزيد نعاود بالعربية اللي ما فهمش بالفرنسية نعاود له بالعربية. دونك أهم نتيجة تحصلنا عليها في الفصل الثاني والثالث هي أنه كل دالة هولومورفية معناها قبل الاشتقاق في مجموعة مفتوحة وكونكس دي فهي دالة تحليلية في دي. مش معناها دالة تحليلية، معناها باللي الدالة نتاعنا قابلة للنشر في قرص موجود في المجموعة نتاعنا، ستادير في جوار تاع نقطة زد زيرو، بالنسبة لكل نقطة زد زيرو في دي نقدروا نكتبوا في جوار تاع نقطة زد زيرو، يعني معناها في قرص مفتوح اون بولوفات، نقدروا نكتبوها على شكل نتاع سلسلة تامة. بما أن الدالة نتاعنا تكتب على سلسلة تامة، فسوف تكون لديها خصائص ممتازة ولا خصائص متميزة. Donc, puisque notre fonction s'écrit comme la somme d'une série entière، وهنا قلنا les séries entières هذوما
les séries entières, في le domaine de convergence تاعهم عندهم toutes les propriétés. عندهم toutes les propriétés. نعاود هذه النتيجة نكتبها schématiquement. Voilà, donc on va résumer. Donc, f de z, donc, je prends un point z0, donc ici quelconque, donc, donc je vais effacer ça et refaire. Donc, je vais, bon. هذا le domaine تاعي D. صوروا, هذا c'est le domaine تاعي D. Je prends un point z0 quelconque. نهزو quelconque, كيفي. Il existe, donc, puisque c'est le domaine TNA, c'est un ouvert, donc je prends un disque ouvert de centre Z0 et de rayon R. On peut se poser la question, quel est le plus grand disque ouvert? Donc je peux prendre même, si je prends un point Z0 quelconque, par exemple, où est la fonction? Donc je prends là la frontière, donc la distance, là, regardez bien, donc là, projection sur la distance minimale là, entre le point Z0 et la frontière, à peu près là. Bon, là, je suis donc, donc je vais. La distance minimale entre la frontière D et le point Z0, par exemple. Et donc je dessine ici le cercle. C'est le plus grand disque, c'est le plus grand disque de centre Z0 et de rayon R. Contenu phi D. C'est le plus grand. Donc, dans ce disque, ma fonction, on démontre que ma fonction, elle est développable en série entière dans ce disque. C'est-à-dire, quel que soit Z ici. Ici, cette boule, ici, quel que soit Z, donc je vais effacer ça. Quel que soit Z appartenant, ici le rayon R, ici, R est égal donc, la distance, c'est un minimum, de module 2Z moins alpha, avec ici, Z0, pardon, Z0 moins alpha, avec alpha ici, alpha, je prends tous les points qui appartiennent à D rond D. Tous les points qui appartiennent à la frontière, et la distance minimale entre le point Z0, c'est ça la distance minimale. Si je prends un autre point là, un point alpha vous voyez bien que cette distance, elle est plus grande que R, que cette distance R, c'est la même distance ici. Donc R, il est défini comme ça. Donc, quel que soit Z appartenant à la boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, R, la distance entre le point Z0, la frontière et la frontière, la distance minimale. Donc, R, c'est le rayon du plus grand disque. أكبر disque اللي محتوى complètement في وسط D. Donc, هو ده هو disque. Donc, là, comment je trouve ce rayon? C'est le minimum de la distance Z0 moins alpha. Donc, j'ai quel que soit Z appartenant à cette boule ouverte, عندي f de z, donc f de z est égal à, donc la somme d'une série entière, n égale 0, jusqu'à l'infini, an z moins z0 à la puissance n. Et je peux même calculer, donc ici, regardez bien, donc je peux même calculer l'expression an. Coefficient à n, je peux le calculer en utilisant donc la formule de Cauchy. Je peux donc calculer les coefficients AN. AN est égal à quoi? Comment je le calcule? Donc, n'importe quel cercle. Donc, je vais prendre n'importe quel cercle. Ça donne le même résultat. Un cercle, gamma contenu dans la boule ouverte. Je prends n'importe quel cercle. Un autre cercle ici, gamma, j'obtiens le même résultat. L'intégrale va être la même. Et AN est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2 l'intégrale sur gamma, f de xi multiplié par xi moins z0 à la puissance n plus 1 d'xi. Je calcule cette intégrale, donc complexe, j'obtiens AN. Donc, comment j'obtiens ce résultat? C'est à partir du théorème principal اللي نتحصل به على النتيجة هذه
le théorème principal que j'utilise, il y a le théorème de Cauchy. Le théorème de la formule de Cauchy. La formule de Cauchy me donne ce résultat. Voilà. Donc, on a F analytique, F est développable en série entière dans tout domaine D. Donc, c'est le résultat principal. Maintenant, on va tous les résultats اللي نحتاجهم. Donc, il y a les propriétés des fonctions holomorphes. Toutes les propriétés des fonctions holomorphes s'obtiennent à partir de ce résultat. هذا الريزultat اللي كتبته هنا هو اللي يعطيني النتائج الكل. Parmi les résultats, par exemple, si f, puisque f est analytique, donc f est indéfiniment dérivable. Toute fonction analytique, elle est indéfiniment dérivable. Même là, je peux dire, même là, donc, bon, indéfiniment, la dérivée, je peux donc, en dérivant terme à terme les termes de la série, j'obtiens donc la fonction, les fonctions dérivées. Voilà. Donc, هذا هو النتيجة الأساسية اللي تحصلنا عليها qu'on a obtenu donc dans les chapitres 2 et 3. Bon, maintenant, on va voir d'autres propriétés. Les fonctions holomorphes. Donc, on va voir, dans le chapitre 1, vous avez les fonctions holomorphes et les fonctions méromorphes. Méromorphes, bon, on va dire c'est quoi méromorphe? Méromorphe, أقل من holomorphe, mais holomorphe. Donc, elle est holomorphe, بصح مش في D كامل. في D sauf des points isolés. Donc la fonction n'est pas, elle est holomorphe dans D, sauf des points qui sont des points isolés. Elle a fonction. Elle a aussi d'autres propriétés, mais ça, c'est pas, on va pas obtenir pour une fonction qui est holomorphe. Par exemple, elle est holomorphe. Vous allez voir. Par exemple, bon, je vais avoir ici, holomorphe, par exemple, phi D quand même, sauf quelques points. Quelques points, un nombre fini ou l'infini, on va voir. Donc, elle est holomorphe dans D, sauf par exemple Z1, Z2, Z3, Z4 ici, Z5. Par exemple, ici Z5. Ou les points هذوما, ce sont des points isolés, donc sauf les points هذوما. هذه نسموها ما نسموهاش fonction holomorphe dans D. نقولوا c'est une fonction qui est méromorphe dans D. Bon, on ne va pas obtenir une fonction qui est méromorphe dans D. Elle n'est pas holomorphe. Donc elle n'est pas développable en série entière. Nous allons voir qu'elle sera développée على شكل سلسلة واحدة أخرى. يسموها la série de Laurent. On va voir que toute fonction méromorphe, elle est développable, c'est pas en série entière, mais en série de Laurent. En série de Laurent. Bon, à partir du développement du fonction en série de Laurent, donc on va voir ce qu'on appelle le théorème des résidus. Donc la notion de résidu, donc à partir de la série de Laurent, donc on va définir la notion de résidu. Donc on va définir le théorème de résidu. Il y a aussi des applications. Mais donc on va d'abord le premier paragraphe. Donc ce sont les propriétés. Donc le premier paragraphe, ce sont les propriétés des fonctions holomorphes. Le paragraphe 4.2, on va définir c'est quoi les fonctions méromorphes, les propriétés des fonctions. Ça, on va parler du théorème des résidus. Bon, maintenant, nous allons commencer donc à donner des propriétés des fonctions holomorphes, donc holomorphes dans C. Donc le premier théorème, donc ce sera le but du premier théorème 1, donc soit f, une fonction de C dans C, telle que f, elle est holomorphe dans C tout entier. Donc une fonction qui est holomorphe, elle est définie dans C tout entier, et elle est holomorphe dans C. Et f est bornée dans C. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une fonction bornée dans C? C'est-à-dire, là on va donner la définition d'une fonction bornée dans C, c'est-à-dire qu'il existe une constante m, strictement positive, telle que, quel que soit z appartenant à C, nous avons donc module de f de z, donc est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est la définition d'une fonction qui est bornée dans C. Donc l'hypothèse, c'est quoi? Donc nous avons une fonction qui est holomorphe dans C, et elle est bornée dans C. Alors, la fonction f de z est égale à une constante, quel que soit, pour tout z, quel que soit z, appartenant à C. Donc c'est une fonction, c'est-à-dire les seules fonctions,
Pour les fonctions, on appelle ça une fonction entière. Lorsque si f, donc ici, je peux l'écrire ici. Une fonction f définie dans C, de C dans C, telle que f appartient, elle est holomorphe dans C entier. Donc on dit ici que f, donc définition f, est entière. On appelle ça une fonction. Donc la définition, lorsqu'on dit une fonction est entière, ça veut dire, une fonction complexe et entière, ça veut dire qu'elle est holomorphe dans C tout entier, dans C tout entier. Donc les seules, théorème d'Aushigo, les seules fonctions qui sont entières, c'est-à-dire holomorphes dans C tout entier, et elles sont bornées dans C, ce sont les fonctions constantes. Ce sont les fonctions qui sont constantes. Voilà. Bon, ici, on va écrire une remarque. Bon, on va commencer par un exercice. Exercice numéro 1. Montrer que le théorème 1 n'est pas vrai pour les fonctions f, donc de R dans R. C'est-à-dire bon, voilà, donc il faut démontrer que ça, ceci est une spécificité. Il y a une spécificité, il y a les fonctions à variables complexes. C'est-à-dire R, donc on va résoudre l'exercice et on va démontrer que le théorème 1 n'est pas vrai pour les fonctions d'une variable réelle. Donc c'est pas vrai. Bon, solution de l'exercice numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on doit trouver? Donc on va démontrer, on va trouver un contre-exemple. Trouvons une fonction f définie de R dans R, telle que chez les l'holomorphie fi R, donc tel que f est dérivable dans R tout entier, donc R tout entier. Et la même chose, et f est borné dans R tout entier. Mais on a dit que si f, elle vérifie les mêmes conditions dans C, f est une constante. Mais f, on va démontrer que f est différente, elle sera différente d'une constante. C'est simple ici. La fonction en question, on a comme le graphe une fonction, regardez bien, une fonction, le graphe donc fi R كامل. Fonction, par exemple, donc elle est bornée, donc elle est majorée, donc ou elle est donc minorée. Donc c'est une fonction qui m'a à peu près qui m'a voilà. Donc le graphe ce que j'ai dessiné ici, c'est le graphe d'une fonction qui est donc dérivable, dérivable dans R tout entier. Elle est bornée, donc elle est majorée, donc elle a grand M, petit m, elle est majorée, minorée dans R tout entier, mais on voit bien que cette fonction n'est pas une fonction constante. Elle n'est pas une fonction constante. Voilà, donc, mais je vais donner un exemple concret. Donc, on va donner un exemple concret de fonction qui vérifie. Donc, la fonction IA, donc c'est simple. Je peux prendre ici f de x, f défini de R dans R, défini par f de x. Bon, je prends par exemple, la fonction sinus x. Sinus x. Donc, f est dérivable sur R. Ça c'est clair, parce que même la dérivée est égale à cosinus. Et nous avons, il existe m ici, est égal à 1. Tel que, quel que soit x appartenant à R, nous avons ici valeur absolue de sinus x est inférieur ou égal à 1. Mais, il est clair que la fonction f de x qui est égale à sinus x n'est pas constante, n'est pas
n'est pas constante. Pas constante dans f. C'est tout. Donc, bon, vous voyez bien que fonction sinueuse, ça a aidé la Kimagda. Vous voyez bien. Là, je peux prendre ici, par exemple, ici je prends 2, et en bas je prends moins 2. Donc, la fonction, elle est majorée par 2 et moins 2. Majorée par 2, elle est minorée par moins 2. Voilà. On va passer à l'exercice numéro 2. Donc, en appliquant la formule de Cauchy, donc démontrer le théorème A. Démontrer le théorème A. Donc ici, bon, on va vous aider. Donc on va vous aider. Donc ici, nous avons la formule de Cauchy. Donc on l'applique. La fonction, elle est holomorphe dans C tout entier. Donc je peux prendre ici, donc puisque la fonction, elle est holomorphe dans C tout entier, donc je vais prendre un point Z quelconque. Donc bon, je vais écrire solution de l'exercice 2. Donc on va écrire. Bon, maintenant, on va faire un exercice. Donc, exercice numéro 2. Soit f, une fonction, donc elle est définie dans C tout entier, de C dans C, tel que f est holomorphe dans C. F, c'est-à-dire elle est dérivable dans C tout entier. Voilà, on appelle ça une fonction entière. Une fonction qui est holomorphe dans C tout entier, on l'appelle une fonction entière. Je prends maintenant un point Z0 appartenant à C quelconque. Je le prends un point quelconque. Et gamma R Z0, c'est le cercle de centre Z0 et de rayon R, ça est parcouru dans le sens contraire de l'aiguille du montre, dans le sens trigonométrique. R, donc je prends R quelconque aussi. R, c'est un nombre réel, le rayon d'un cercle appartenant à 0 plus l'infini. Donc je le prends quelconque dans 0 plus l'infini. Bon, voilà donc le schéma qu'on peut avoir. Donc rapidement. Voilà, donc je prends un point Z0, quelconque dans C, et je prends donc R aussi. Donc R, je le prends R quelconque, donc il est quelconque. C'est important. R quelconque. Et je prends donc le cercle de centre Z0 et de rayon R. Donc comment on peut écrire l'équation de ce cercle? Donc ici gamma R, Z0 c'est quoi donc? Donc je peux le définir, donc de 0, 2 pi dans C qui a T fait correspondre ici. Donc gamma R donc de Z0 point T est égal à quoi? Donc est égal à. Donc est égal à, donc je prends ici, est égal ici à Z0 plus R et IT. C'est-à-dire est égal ici à Z0 plus R multiplié par cosinus T plus I sinus T. Voilà donc la fonction gamma R Z0. Donc gamma R Z0. Bon, nous avons trois questions ici. Montrer que f' au point Z est égal à 1 sur 2 pi, l'intégrale sur gamma R Z0, f de xi, multiplié par xi moins Z0 au carré d'xi. Bon, on suppose que maintenant que f, donc c'est une fonction qui appartient à h de c, et elle est bornée dans c. Montrer qu'il existe une constante k, positive, elle est fixe, telle que module de f' au point Z0 est inférieur à k divisé par r. On déduire que f' au point Z0 est égal à 0. Montrer que si f appartient à h de c et f est borné dans c, alors f de z est une constante. C'est ce qu'on appelle des fonctions entières en cette propriété. Bon, je vous laisse un peu réfléchir à cet exercice. Essayez de le faire tout seul, parce que si vous n'arrivez pas à démontrer cette formule f' au point Z0 égale 1 sur 2 pi, etc., supposez que cette formule est vraie et faites la question B et la question C. Haoulou dire la question B et la question C en supposant que la question A est vraie. Parce que la question B, elle se base,
la question A. Donc si la question A, elle va nous servir pour démontrer B. Et la question C, donc on utilise B. Voilà, donc essayez de faire B en utilisant A. Ou bien essayez de démontrer A. Donc on va utiliser que le fait que si F est holomorphe, alors F est analytique. Bon, maintenant on va résoudre, Inch'Allah, on va résoudre l'exercice numéro 2. Donc solution de l'exercice numéro 2. Donc nous avons, quelle hypothèse nous avons? Donc on commence par la réponse à la question numéro A. Donc vous avez F qui appartient à H de C. Ceci m'implique que F est analytique dans C. Dans C tout entier. C'est-à-dire que F est développable, c'est-à-dire, ceci implique, c'est-à-dire que F est développable, en série entière, en tout point Z0, appartenant à C. En d'autres termes, c'est-à-dire, quel que soit Z0 appartenant à C, il existe une boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, tel que f de z est égal à somme n égale 0 jusqu'à l'infini a n z moins z0 à la puissance n. Pour tout z appartenant à... Pour tout z, ici quel que soit z, pour tout z appartenant à cette boule ouverte de centre Z0 et de rayon R. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour ce développement? Alors, si vous avez un ensemble ouvert ici seulement, D ouvert U par exemple, un ensemble ouvert U, quel est le plus grand disque? Donc, on a ici, vous avez un point Z0 ici par exemple, je prends un point Z0 ici, par exemple ici, voilà, Z0. Qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire, la définition ici, il existe une boule ouverte. Mais on a dit plus, si on se pose la question, quel est le plus grand disque, akbar disque ouvert, tel que ce développement est possible? Quel est le plus grand rayon, c'est le plus grand. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on fait la projection ici, c'est la distance minimale, aqal distance, Z0, la frontière TU. On va obtenir le plus grand disque. هذا هو أكبر ديسك اللي في وسط الديسك هذا quel que soit Z, si je prends ici Z, f de Z est égal à la somme نتاع une série entière. نشوفوا في الكان تاعنا احنا ici nous avons, regardez bien, c'est important ça, الشيء اللي راح نقولوا دروكا, ce que je veux dire c'est très important. Nous avons D ici, D est égal à quoi? Est égal à C entier. D هو C tout entier, donc je conserverai هنا. Donc en vérité, là, si vous prenez Z0 quelconque, appartenant à C, quel est le plus grand disque? Quel est le plus grand disque contenu fixé? Parce que la frontière, donc, en vérité, donc, C tout entier. Donc vous prenez, je prends n'importe quel que soit R ici, vous avez quel que soit R, strictement positif, quel que soit R, vous avez, je peux écrire f de Z est égal à une série entière, somme AN Z moins Z0 à la puissance N, N égale 0 jusqu'à l'infini. Ce développement est valable où? Ici, quel que soit Z appartenant à la boule ouverte, ici, donc à la boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, et pour tout R, quel que soit R. Donc il est valable ici, donc il est valable aussi dans un autre disque, il est valable aussi dans un autre disque. Donc vous prenez n'importe quel disque, donc ce développement, il est valable. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? En d'autres termes, la série, en vérité, le rayon de convergence,
l'orientée est égale à l'infini. Vous avez R ici, est égal à plus l'infini. Elle est donc convergente dans C tout entier, dans C tout entier. Voilà. Donc, c'est très important donc, à voir. Bon. Donc, puisque D égale C, donc vous avez ici, ceci est vrai, on va écrire ceci est vrai, pour tout R appartenant à 0 plus l'infini. C'est important ça. Ceci est vrai, donc pour tout R appartenant à 0 plus l'infini. Bon, on va résumer donc en faisant un schéma. Donc nous avons, si je prends un point Z0 quelconque, appartenant à C, donc je prends un disque de centre Z0 et de rayon R quelconque aussi. Donc ici, je prends un disque de centre Z0 et de rayon R quelconque. R ici, R, donc il peut appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je peux prendre ce disque-là ou bien un autre plus grand, donc c'est-à-dire R, il peut tendre vers plus l'infini. Donc nous avons donc qu'est-ce qu'on a dit? Je prends Z quelconque ici dans ce disque, Z quelconque. Donc on a, donc F est analytique, donc on a F de Z est égal à, somme, n égale 0 jusqu'à l'infini, AN Z moins Z0 à la puissance N. Avec ici, donc ici la formule de Cauchy, donc on a ici AN, le coefficient est égal à quoi ce coefficient AN? AN est égal à, donc si j'appelle donc gamma R, donc Z0, donc le cercle de centre Z0 et de rayon R, donc nous avons AN ici, je peux calculer donc le coefficient N, il est donné de façon intégrale. Donc j'ai ici AN est égal à 1 sur 2pi, l'intégrale sur le cercle gamma R Z0. J'ai ici F de xi. Comme vous voulez, on peut écrire F de E ici, F de E, divisé par ici, U moins Z0 à la puissance ici. J'ai ici N, donc j'obtiens ici N plus 1, DU. J'intègre sur, U appartient au cercle. J'intègre sur ce cercle. Bon, quelqu'un pourrait me dire, si je prends R' ici, un autre cercle ici, plus grand, j'ai un autre cercle ici, par exemple R'. R'. Qui me dit que cette intégrale-là, elle est égale à l'intégrale sur gamma, j'ai écrit gamma R' Z0. Puisque j'ai un autre cercle. Oui, elles sont égales. Ces deux intégrales sont égales parce que les deux cercles ici sont homotopes. J'ai une fonction qui est holomorphe dans un domaine qui est connexe. Donc, les deux intégrales, j'ai aussi ici, ceci est égal à aussi 1 sur 2pi. Je prends n'importe quel cercle. Gamma R', donc le centre, mais il faut le même centre, multiplié par F de U moins Z0 à la puissance N plus 1 DU. Donc en n'importe quel cercle, il soit de centre Z0, donc et R quelconque, j'obtiens donc le même nombre complexe ici, A1, c'est le même coefficient, donc A1 c'est la même intégrale. Ces deux intégrales sont pour tout R et R', donc appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà donc l'expression. Donc je peux écrire ici, donc on peut écrire l'expression donc du développement. Donc le coefficient A1 ici, il est égal à cette intégrale. Bon. Maintenant, on sait aussi, on a écrit, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit F de Z est égal à, donc le premier terme, donc A. Donc ici pour n égale 0, on obtient A0, donc A0 plus A1 multiplié par Z moins Z0 plus A2 multiplié par Z moins Z0 au carré plus, etc. plus AN Z moins Z0 à la puissance N plus, etc. Donc c'est une série entière. On sait que propriété des séries entières,
cette série, donc, elle est normalement convergente dans, 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 dans l'intérieur du disque. Donc, elle est normalement convergente. Donc, elle est indéfiniment dérivable. La fonction f, qui est représentée ici, ممثلة بسلسلة ما هي قابلة للاشتقاق عدد غير منتهي من المرات. Donc, indéfiniment dérivable. Et nous avons, donc, comment j'obtiens ici, comment, comment j'obtiens, c'est-à-dire la dérivée, pour avoir la dérivée f' de f, il suffit donc que je dérive les termes ici, terme à terme. Je dérive les termes ici, terme à terme. J'obtiens ici f', j'obtiens f' de z, donc est égal à. Donc le premier c'est A0, donc 0. Je dérive terme à terme. Je dérive les termes de ma série f, donc terme à terme, j'obtiens donc le développement de la fonction f'. Donc j'obtiens f' de z est égal à, donc a, le premier, donc c'est ici A1, pardon, A1, plus le deuxième, donc je dérive le terme, donc ici A2, donc est égal plus 2 fois A2 Z moins Z0, plus etc. Donc le terme ici, etc. Donc lorsque j'arrive au terme n fois AN, donc plus le terme ici, plus n fois AN Z moins Z0 à la puissance n moins 1 plus etc. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que f' au point Z0, elle est égale à quoi? Elle est égale à A1. F' au point Z0, elle est égale à, tous les termes s'annulent, et on obtient f' au point Z0 est égal à A1. Donc, qui est égal aussi, donc, si j'écris donc sous forme intégrale, est égal à 1 sur 2i coefficient 1, on sait qu'il est égal. L'intégrale sur gamma R Z0, voilà, donc j'obtiens ici f de U divisé par U moins Z0, donc puisque j'ai n égale 1, donc ici je mets du. Voilà. Voilà l'expression, donc l'expression du coefficient de f' au point Z0. Donc c'est ça, donc la réponse à la question A. La réponse, j'ai de façon générale ici, on peut avoir ici, donc on a ici AN, on peut démontrer de façon plus générale que ici on a le coefficient AN est égal à donc Fn, donc la dérivée d'ordre n au point Z0 divisé par factoriel n. Donc ceci m'implique que Fn au point Z0, elle est égale à, donc, n factoriel multiplié par An est égal à, donc n factoriel, et je multiplie par l'intégrale An, donc 1 sur 2i pi, l'intégrale ici, donc f de U divisé par U moins Z0, et ici, puisque j'ai l'ordre n ici, à la puissance n plus 1. Voilà donc l'expression de Fn au point Z0, donc de façon plus générale. Maintenant, on va répondre à la question numéro B. Donc, on suppose maintenant que f est borné dans C, et f est holomorphe. Donc, on montrer que module de f' au point Z0, donc, il est donc inférieur ou égal à une constante K divisée par R. Donc, on va répondre à cette question rapidement. Donc, nous avons démontré dans la question A que m au point Z0 est égal à 1 sur 2i l'intégrale sur gamma R Z0, f xi moins Z0 carré dxi. Donc, ici, ça implique que module de f' de z est égal à module de toute cette intégrale. Et cette intégrale, donc, elle est inférieure ou égale, donc module de 1 sur 2i donc c'est 1 sur 2pi, l'intégrale, donc le module de l'intégrale, c'est inférieur à l'intégrale du module, donc je peux écrire ici, module de f de xi, divisé par xi moins z0 au carré, et je peux même écrire module d'xi. Donc c'est quoi module d'xi? Donc l'intégrale sur gamma f dz. Donc maintenant, ceci est égal à, si gamma est égal, donc c'est l'intégrale sur par exemple 0 de pi ici, f de
gamma t de t dt. Ça, c'est la définition de f dz dz. Maintenant, si je mets aussi encore module dz, donc c'est par définition, c'est module de gamma prime. Il faut mettre ici module de gamma prime. Si je mets maintenant module de f de z, ça devient aussi f, module de f de gamma t multiplié par module de valeur absolue de module de gamma prime de t. Voilà, donc pour bien préciser, donc qu'est-ce qu'on veut dire par module de dxi? Eh bien, et bien sûr, ceci, donc, puisque ma fonction, donc ici, est sur gamma r z0, bon, puisque ma fonction f, elle est bornée, donc f est bornée dans C, ceci m'implique que il existe une constante m positive, telle que, quel que soit z, ou bien quel que soit xi appartenant à C, donc j'ai module de f de xi, donc qui est inférieur ou égal à AM. Maintenant, j'ai module maintenant de xi moins z0. N'oublions pas que xi, donc xi, on voit le schéma ici, xi il appartient à, xi il est ici, donc xi il est ici. Donc module de xi moins z0, donc je vais l'écrire en couleur ici, pour bien voir. C'est quoi module de xi moins z0? C'est cette distance-là, donc elle est égale à r. Module de xi moins z0 est égal à r. Donc ceci, donc j'obtiens ici finalement module de xi au rayon r est égal au rayon r. Donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens module de f' au point z. Donc, il est inférieur ou égal, donc 1 sur 2pi. Donc module de f de xi, donc je vais écrire ici l'intégrale ici, donc m, puisque f de xi, donc inférieur, divisé par r au carré, module de dxi. Et ceci est égal à quoi? Est égal à 1 sur 2pi. Donc je vais sortir m divisé par r2, multiplié par l'intégrale ici, donc gamma r z0, l'intégrale ici de dxi. Donc je peux, maintenant, gamma r au point z0. Bon, cette intégrale-là, donc elle dépend de r, bien sûr, elle va dépendre de r. On va la calculer rapidement. Bon, cette expression-là, ici, c'est le périmètre, c'est exactement, bon, je laisse à titre d'exercice aux étudiants le calcul de cette intégrale, donc le périmètre du cercle, donc de centre Z0 et de rayon R. Ça veut dire que cette intégrale, elle est égale à 2pi R. Donc, j'obtiens finalement, donc, ceci, donc, est égal à 1 sur 2pi, 1 sur 2pi, m, divisé par R2, multiplié par 2pi R. Vous voyez que ceci est égal à quoi? Est égal à, ceci est égal, ceci est égal à constante m, divisé par R. M divisé par R. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré, il existe une constante m positive, telle que, quel que soit Z0 appartenant à C, donc ici c'est pour toute constante Z0, on a module de f' au point Z0, donc c'est majoré par m divisé par R. Avec R ici, R aussi, donc il appartient à, je peux prendre R quelconque, 0 plus l'infini. Donc, notre dérivée, donc on a quel que soit Z0 appartenant à C, donc on a module de f' au point
Z0, donc c'est positif, donc c'est plus grand que 0, et c'est aussi majoré par donc, une constante m quelconque, divisée par R. Vous voyez bien que lorsque R tend vers l'infini, cette quantité, elle va tendre vers 0, donc c'est une quantité constante ici, 0, donc ça implique que ceci n'est possible que, ça implique que f' au point Z0 module ici, est égal à 0. Et par conséquent, ceci m'implique que ma dérivée f' au point Z0 est égale à 0, et ceci, quel que soit Z0 appartenant à C. Donc une fonction dont la dérivée est nulle dans C tout entier, ceci m'implique que, nécessairement, que f est égal à une fonction constante dans C. Dans C. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer au paragraphe 4.2, 0 des fonctions. Donc, nous allons parler de fonctions holomorphes. Donc, dans ce paragraphe, donc, on va voir la notion de 0 isolé et surtout donc, le principe du prolongement analytique. Donc, les zéros des fonctions holomorphes, voir la notion de prolongement analytique. Donc, on va définir d'abord. Donc, c'est quoi un 0 et c'est quoi un 0 isolé? Donc, on prend soit, donc rapidement, soit U, un sous-ensemble de C, donc ouvert, je le prends ouvert et connexe. Donc dans toute cette partie-là, on va prendre un ensemble qui est ouvert et connexe. Et F, fonction complexe, donc 2U dans C. Et Z0, donc Z0, un point complexe qui appartient à U. Donc je le prends ici dans U. Z0, c'est un point quelconque qui appartient à U. Donc Z0 est un 0, donc est un 0 de F, si, tout simplement, un 0 c'est quoi? C'est un nombre complexe tel que F au point Z0 est égal à 0. La fonction, elle s'annule dans ce point. Maintenant, Z0, donc, on dit que Z0 est un 0 est appelé, on dit que Z0 est un 0 isolé, ça c'est autre chose. S'il existe une boule ouverte, ou bien un disque ouvert, donc convolé, de centre Z0 et de rayon R, tel que Z0 est le seul 0 de F dans cette boule ouverte de centre Z0 et de rayon R. Vraiment, je vais faire un schéma ici. Vous avez ici par exemple l'ensemble U, c'est un ouvert connexe, et donc je dis que Z0 est un 0 isolé. S'il existe, je peux trouver, il existe, c'est l'existence. Il existe une boule ouverte, un disque ouvert de centre Z0 et de rayon R, tel que, dans tout ce disque, le seul 0 de F, c'est-à-dire, j'ai ici, quel que soit Z, différent de Z0, Z appartenant à cette boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, ce Z n'est pas différent de 0. C'est-à-dire le seul 0 de la fonction f est le point Z0. Voilà. On dit dans ce cas que Z0 est un 0 isolé. Donc je peux avoir donc beaucoup de, un autre point ici, par exemple ici Z1, je dis que Z1 est un 0 isolé, donc s'il existe un disque ouvert de centre Z1, tel que le seul 0 de la fonction f est le point Z1. Tous les points de ce disque ne sont pas des 0. Un autre, Z0 ici, je dis que Z0 est un 0 isolé,
إيزولي بالعربي معناه معزول، هي صفر معزول. يعني هو الصفر الوحيد نتاع الدالة اف في جوار تاع النقطة هذيك تاع زد زيرو. فوالا دونك هنا في لونسومبل هذا لو سول زيرو تاع لا فونكسيون دو لا فونكسيون f c'est le point z0. Ça, c'est ça la définition d'un zéro isolé. Bon, maintenant, on va voir un théorème numéro 2. Donc, soit f, une fonction de u dans c, donc tel que f, elle est holomorphe dans u, dans l'ensemble. Et z0 appartenant à u, donc un 0 isolé. Un 0 isolé. Alors, il existe donc un entier naturel, donc M appartenant à N. M, il appartient à une étoile, donc on peut dire qu'il appartient à une étoile, donc je le laisse comme ça. Et une fonction G appartenant à H, elle est aussi holomorphe dans U, tel que nous avons ici f de z, quel que soit z, appartenant à la boule ouverte de centre z0, donc R, nous avons ici f de z, on va l'écrire ici, donc f de z égale z est égal à z moins z0 à la puissance m, multiplié par g de z, avec g au point z0. 0 n'est plus un 0 de g, est différent de 0. M ici, M ici, s'appelle, le point M ici, l'entier naturel M ici, s'appelle la multiplicité. La multiplicité du 0 Z0. Voilà. Ça, c'est un théorème important parce qu'une fonction f, c'est comme les polynômes. C'est une généralisation. On a vu ça au polynôme. Lorsque un point z0 est une racine ou bien un zéro d'un polynôme, on sait que on peut écrire Pn comme étant z moins z0 à la puissance m, lorsqu'une racine de multiplicité m, donc on peut toujours écrire notre polynôme. Donc on va l'écrire. Donc on a dit que ce résultat, ce théorème, n'est qu'une génération des polynômes. Vous avez si z0 donc, est une racine d'un polynôme de multiplicité, par exemple m, on sait que on peut écrire P de z est égal à z moins z0, c'est-à-dire on sait que multiplié par un autre polynôme que du z. Avec ici, Q au point z0 est différent de 0. M est la multiplicité, donc du polynôme, de la racine z0. Là, c'est la même chose. On remplace les polynômes par des fonctions holomorphes. C'est-à-dire notre fonction holomorphe f de z, elle s'écrit comme une fonction g de z qui est holomorphe aussi, avec ici g au point z0 est différent de 0, et multiplié par z moins z0 à la puissance n. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Bon, on va essayer de démontrer ce théorème, donc le théorème 2 ici, le théorème 2, donc en utilisant donc des choses très simples. Donc nous avons f qui est donc rapidement, f qui appartient, donc elle est holomorphe dans U. Donc ceci m'implique z0, puisque z0 il appartient à U, donc puisque f donc, est analytique
analytique. Je mets un point d'interrogation ici. Ceci m'implique que F appartient à A de U, c'est-à-dire F est analytique dans U. Donc F analytique dans U, donc ici, ceci m'implique que pour le point Z0, donc il existe une boule ouverte Z0 et de rayon R. Donc si elle est plus grande que la boule ouverte de notre boule ouverte qu'on a définie tout à l'heure, donc on prend la plus petite, telle que, quel que soit Z appartenant à cette boule ouverte, le centre Z0 et de rayon R, donc on a F de Z est égal à, donc A0 plus A1 Z moins Z0, donc je l'écris comme ça, plus etc., plus AN Z moins Z0 à la puissance N plus terme. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici qu'on a F de Z0, donc ceci est égal à quoi? D'après, donc dans la série F de Z0, donc je remplace ici Z par Z0, est égal à A0. Et on sait que ceci est égal à A0. Donc ceci m'implique que F de Z, le développement de F de Z, ça commence par A1, donc est égal à A1, Z moins Z0, plus, etc., plus AN, Z moins Z0, N, plus, etc. Voilà. Donc, j'ai deux cas. Premier cas, donc, donc puisque Z0 est le seul, on a Z0, donc est un zéro isolé, donc, on a F de Z, n'est pas identiquement égal à 0 dans la boule ouverte de centre Z0 et d'orient R. Parce que pourquoi? Parce que donc ici ceci m'implique donc quand est-ce que F de Z, bon je vais l'écrire ici, quand est-ce que j'ai F de Z, F identiquement égal à 0 dans la boule ouverte de centre. Ceci est équivalent ici à dire que quel que soit I, les coefficients AI ici sont nuls. Les coefficients AI sont nuls. Donc, puisque la fonction n'est pas identiquement égale à 0 dans le disque, dans la boule ouverte de centre Z0 et de rayon R, donc ça veut dire que à partir d'un certain rang, donc, il existe, donc ceci m'implique que, donc, il existe M appartenant à une étoile, tel que ce M là, c'est quoi? Nous avons ici M appartenant tel que avant, donc nous avons A1 par exemple, AI est égal à 0 pour I strictement inférieur à M. Même ici, on peut dire ici I inférieur à 1. Et AI est différent de 0. Ici pour I strictement ou est supérieur ou égal à. Sinon, notre fonction serait identiquement égale à 0. Bon, qu'est-ce qu'on obtient alors? Donc, ceci m'implique que, d'après cette notation, donc ceci m'implique que F de Z sera égal à quoi? F de Z, développement. Donc, ce sera égal. Donc, tous les coefficients sont égaux à 0. Donc, notre série, elle commence par AM. Z moins Z0 à la puissance M, plus A
1 plus 1, z moins z0 à la puissance m plus 1, plus, etc. Donc on peut avoir ici m est égal à 1. M peut être égal à 1. C'est-à-dire, l'indice m ici, l'indice m, c'est le premier indice, c'est le premier indice pour lequel nous avons AM est différent de 0. Now, M, c'est le premier indice tel que AM est différent de 0. Si M égale 1, si le premier M égale 1, vous avez le premier indice où A1 différent de 0. Si M égale 2, c'est-à-dire si vous avez A1 égale 0, A2 égale 0, A3 différent de 0. Donc vous avez M égale 3, etc., etc. Donc c'est le premier indice. Donc on a dit M, donc M il peut être donc égal à A1, A2, A3, A4, A100, A100 000. L'essentiel c'est un entier qui est donc fini. Bon, ceci est égal à quoi? Donc je vais mettre ici, je vais mettre Z moins Z0 à la puissance M en facteur. Facteur de quoi? Facteur de AM plus le deuxième AM plus 1, facteur de Z moins Z0, plus etc. le reste. Et je vais poser G2Z est égal à la série entière, donc AM plus 1, AM plus 1, AM, pardon, est égal à AM. Notre série, elle commence par AM. AM plus AM plus 1, Z moins Z0, plus AM plus 2, Z moins Z0 au carré, plus, etc. On a ici, bien sûr, G, elle appartient à H de U. Et en plus de ça, vous avez G au point Z0. G au point Z0 est égal à quoi? Est égal à M, qui est différent de 0, puisque c'est le premier indice tel que AM est différent de 0. Voilà la démonstration. Donc M, le plus donc M tel que F de Z, donc M, tel que F de Z s'écrit sous la forme Z moins Z0 à la puissance M multiplié par G de Z, tel que G est holomorphe et G au point Z0 est différent de 0. Cet indice là, c'est la multiplicité. Donc on appelle la multiplicité du 0, Z0. On va faire un exercice numéro 3, soit f une fonction de U dans C, U un ensemble ouvert connexe, et f une fonction holomorphe dans U, et Z0 un point qui appartient à U. Montrer que Z0 est un 0 isolé de multiplicité M, si et seulement si. Donc vous avez f de Z0 est égal à f' de Z0 est égal jusqu'à f, la dérivée d'ordre M-1 au point Z0 est égal à 0, et f indice M au point Z0. M, c'est quoi? C'est comme pour les polynômes. C'est le premier indice tel que la dérivée d'ordre M au point Z0 est différente de 0. Et tous les autres indices avant M, donc la fonction, donc, le f indice M au point Z0 est égal à 0. Bon, vous avez ici, si le point Z0 est un 0 isolé, donc unique, donc de multiplicité 1, c'est-à-dire de multiplicité 1, vous avez f de Z0 est égal à 0, et f' au point Z0 est différent de 0. Donc ici, M égale 1. Voilà, donc on va essayer de faire cet exercice tout seul, et après on va le résoudre ensemble. Voilà. Bon, c'est facile, la solution est facile. Donc nous avons dit que lorsqu'on développe notre fonction f de z est égal à, donc ici, A1 Z moins Z0 plus, etc. Donc jusqu'on arrive à AM Z moins Z0 à la puissance M plus le reste ici, plus le reste. Bon, nous savons que Z0, donc Z0 donc, est une racine, est un 0, donc 2 multiplié
de multiplicité m. Donc ceci m'implique par définition, nous avons donc A0 égale 0, jusqu'à ici AM-1, AM, nous avons ici AM-1 égale 0, et AM est différent de 0. Or ici, nous savons que or A0 est égal à f au point Z0, donc qui est égal à 0. Par exemple, A1 est égal à f' Z0 sur factoriel 1, est égal à, à 0, jusqu'à, donc ici, A1-1, à quoi est égal à 1-1 est égal à, donc f indice, la dérivée d'ordre 1-1, au point Z0, divisé par factoriel 1-1. Puisque A-1 est égal à 0, donc vous avez ici, f indice M-1 est aussi égal à 0. Et finalement, vous avez AM, finalement AM, qui est égal aussi f indice M au point Z0 divisé par factoriel 1, puisque AM est différent de 0, donc ceci m'implique que, donc je vais l'écrire tout simplement ici, ceci m'implique que la dérivée d'ordre M, la dérivée d'ordre M au point Z0, qui est égal à quoi? Est égal à factoriel M multiplié par AM. Puisque AM par définition est différent de 0, donc ceci est différent de 0. Donc, c'est la preuve de cet exercice. Bon, ici, on fait une petite rectification. Donc, ici, il faut enlever isolé. Donc, dans le théorème 2, donc 1, 0 de f. Donc, 1, 0 de f. Donc, 1, 0, donc quelconque de f. Voilà, c'est tout. Bon, après cela, donc, on va voir, donc, quelles conséquences on obtient du théorème 2. Donc on va voir le théorème 3, donc il va nous donner une conséquence importante, on va donner maintenant. Donc conséquence, natija, donc conséquence importante du théorème 2. Du théorème 2. Donc nous allons voir maintenant une conséquence importante de ce théorème. Donc nous avons dit que si f, donc ici f, fonction définie d'un ouvert connexe U dans C, tel que f du holomorphe dans U, et je prends ici un point Z0 appartenant à U, tel que f de Z0 est égal à 0. Donc c'est un 0. Z0 est un 0. Donc, nous avons dit aussi que, supposons que Z0, c'est un 0 de multiplicité de Z0 est un 0 de multiplicité M. Donc ceci m'implique f de Z, il s'écrit comme est égal à Z moins Z0 à la puissance M multiplié par G de Z. Avec ici la fonction G est une fonction holomorphe dans une boule ouverte de son Z0 derrière, donc elle ne s'annule pas au point Z0. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de cette relation? On peut tirer que il y a deux cas. K1, ou bien, c'est-à-dire, dans la série ici, G de Z, donc on écrit ici, si
Donc la conséquence qu'on peut tirer, si la fonction f n'est pas, c'est pas le cas 1, donc c'est conclusion ici. Donc la conclusion, si la fonction f n'est pas identiquement égale à 0, alors z0, donc, est isolé. Bien sûr, parce que s'il y a d'autres isolés, c'est-à-dire s'il y a un autre 0 de f, donc cette écriture est impossible. On ne peut pas écrire, donc on peut pas écrire cette écriture. Donc on va avoir donc z moins z0, le même raisonnement qu'on fait, multiplié par z moins z1 à la puissance, par exemple, p, multiplié par une autre fonction, donc on obtient donc une autre écriture. Donc ici, donc le point z0, il est isolé. Donc maintenant, si dans l'autre cas, si f est identiquement égal à 0, donc on ne peut pas écrire l'écriture f de z égale z moins z0 à la puissance g de s. Parce que vous avez, dans ce cas-là, vous avez f de z est égal à somme à n z moins z0 à la puissance n. Et vous avez, dans ce cas-là, vous avez an est égal à 0, quel que soit n. Donc ici, on obtient ici z0 n'est pas isolé. Donc la fonction f, donc tous les points du disque seront des zéros. Donc tous les points qui appartiennent au disque, à la boule ouverte de centre z0 et dans sont des zéros de la fonction. Mais dans le cas où la fonction f n'est pas la fonction identiquement nulle, donc z0, donc c'est un zéro isolé. Donc c'est un zéro isolé. Voilà, donc ça c'est une conséquence importante. C'est une conséquence importante du théorème, qu'on a vu, de théorème 2, donc une fonction qui est holomorphe dans un ouvert connexe. Donc, si elle n'est pas identiquement égale à 0 dans un disque, donc le point z0, donc il ne peut être qu'un zéro isolé. Bon, maintenant nous allons voir le théorème 3, donc appelé aussi principe du prolongement analytique. Le théorème 3 est une conséquence directe, une conséquence du théorème 2. Donc c'est une conséquence du théorème 2. Donc quelles sont les hypothèses? Donc on se donne un ouvert U, donc U connexe. Donc c'est important, il faut qu'il soit ouvert et connexe. Et on a deux fonctions f et g définies à valeur complexe et définies dans U, telles que f et g sont holomorphes dans U. Et je prends, et j'ai ici donc un point Z0 qui appartient à U. Je suppose qu'il existe une suite, donc une suite Zn, donc telle que cette suite Zn, donc converge vers le point à pour limite Z0. Donc le point Z0, il faut qu'il soit, donc notre suite Zn, elle doit converger donc vers Z0, donc dans U, c'est pas dans la frontière. Donc si vous avez une suite, si le point Z0 il appartient à la frontière, donc ce théorème devient faux. Donc le point Z0, il appartient donc à U, et on a une suite Zn qui converge vers le point Z0. Si les deux fonctions f et g coïncident, elles sont égales dans la suite Zn, on a f de Zn est égal à g de Zn, donc pour tout n appartenant à n, alors mes deux fonctions, elles seront égales dans tout U. Ça, c'est un résultat donc très très important en analyse complexe. On appelle ce résultat le principe du prolongement analytique. Donc, ce résultat donc il est donc exceptionnel pour les fonctions analytiques parce que dans R, c'est-à-dire ces deux fonctions, par exemple, un exemple très simple, vous avez deux fonctions f et g. Si mes deux fonctions coïncident, par exemple, sur un segment, ou bien sur un arc, ou bien sur un cercle, dans C, si elles sont holomorphes, par exemple, si f, elle appartient à H de C, G appartient à H de C,
si vous avez par exemple, quel que soit x appartenant à R, par exemple dans R, vous avez f de x est égal à g de x pour tout R, dans R tout entier par exemple, ici nous avons R tout entier, alors mes deux fonctions, elles vont coïncider donc dans C tout entier. D'après ce principe justement du prolongement analytique. Donc, parce qu'ici on peut toujours trouver un point ici x0, on peut construire une suite de points, donc qui convergent vers ce point x0, et vous voyez bien que f et g, puisqu'elles coïncident dans R tout entier par exemple, donc elles peuvent coïncider, donc elles coïncident, donc elles vont être égales dans C tout entier. Bon, en vérité, donc, on a voulu faire dans ce cours-là, on n'a pas, donc le temps est limité ici dans cette vidéo, donc on va arrêter la vidéo. Donc, on a beaucoup de choses à dire sur le prolongement analytique, on n'a pas encore donc abordé la notion de pôle. Maintenant, on a parlé seulement de zéro des fonctions analytiques. La prochaine fois, Inch'Allah, dans le cours prochain, on va aborder la notion de pôle, de développement de Laurent et la notion de résidu. Mais d'abord, donc, on va faire quelques exercices sur les zéros des fonctions holomorphes, sur la notion du prolongement analytique, et donc ce sera fait donc à peu près dans 3-4 leçons, donc pour essayer de couvrir donc toutes ces notions qui sont très importantes.